Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline qui va nous parler des problématiques de son cheval Ashton. Bonjour Pauline. Est-ce que, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Donc, qui tu es, comment t'en es arrivée aux chevaux et comment t'en es arrivée à Ashton? Bonjour à toutes. Donc moi, je m'appelle Pauline, je vis en région parisienne et j'ai presque 40 ans, donc je suis presque une vieille. Presque. J'ai toujours été presque, ouais. J'ai toujours été passionnée par les chevaux et ça a même commencé avec les ânes quand j'étais petite. De base, c'est les bourriquets qui me qui me fascinaient et comme, on m'a dit qu'il n'était pas trop possible de monter sur un bourriquet, bah, j'ai monté, sur un poney Shetland. J'ai commencé en club, à l'âge de 8 ans et j'ai fait que du club jusqu'à mes 18 ans, donc Shetland, double poney, cheval. J'ai passé 4 galops et à 18 ans, j'en ai eu marre de l'esprit club, j'en ai eu marre de tourner en rond dans une carrière. Donc j'ai commencé à prendre des chevaux en demi-pension, différents types de chevaux qui avaient déjà tous leur spécificité. Ça changeait beaucoup des chevaux de club que je montais, à l'époque. Donc j'ai fait à peu près, ouais, pas mal de chevaux en demi-pension et après j'ai eu très vite l'envie de devenir propriétaire. Donc quand j'ai eu, mon CDI de validé après mes études, avec ma première paye, j'ai fait quoi? J'ai acheté mon cheval. Comme moi en fait. Après la première paye, C'est ça, CDI validé, première paye, j'ai acheté mon cheval, donc c'était en 2012. En 2012, j'ai croisé la route donc du coup de Ashton, qui à l'époque était petit parce qu'il avait à peine 2 ans, donc c'était encore, un poulain. Du coup, j'ai rencontré Ashton en 2012, au printemps 2012 dans une petite association qui fait, de la balade dans l'Eure-et-Loir et qui a quelques poulains, de temps en temps avec une, toute petite activité d'élevage. À la base, je montais là-bas pour faire des balades, tout simplement parce qu'à l'époque, je n'avais plus de demi-pension et je voulais me tourner vers l'équitation d'extérieur. Donc, j'étais adhérente dans cette petite association et la personne avait encore un poulain, disponible à la vente et c'était Ashton. Donc il est né en 2010 et moi j'ai croisé sa route au printemps 2012. C'était un petit peu une évidence, quand je l'ai vu dans son pré, tout pas beau parce qu'un Irish Cob à peine 2 ans, ils sont pas toujours méga jolis physiquement. Voilà, il était entier et clairement, c'était pas forcément en plus la race que je voulais ouais. acheter, mais voilà, j'ai craqué, je sais pas expliquer pourquoi. J'ai craqué sur, lui, je l'ai acheté. Je me suis empressée de le faire castrer, bien évidemment, pour qu'on puisse, avoir des portes, enfin toutes les portes qui s'ouvrent, devant nous pour le futur. Je l'ai fait castrer et donc je l'ai acheté au printemps 2012. Voilà, il avait presque 2 ans et après du coup, je l'ai rapatrié un peu plus près de chez moi, en vallée de Chevreuse, pour qu'on puisse commencer nos années ensemble. Voilà un petit peu pour notre rencontre. Voilà comment vous êtes rencontrés. Ouais, donc Ashton est ton premier cheval. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Mon premier cheval à moi, après, plusieurs années de Ouais. demi-pension, ouais. Et Ashton n'est pas né, il me semble, dans l'élevage. Donc, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'Ashton avant que tu l'achètes? Alors effectivement, les infos que j'ai, parce que c'est ce qui m'a été, raconté par la personne qui me l'a vendu, c'est qu'Ashton est un petit peu un vrai gitan comme sa race souvent le veut. Il est arrivé, enfin sa mère, a été achetée par la personne chez qui je l'ai moi-même acheté, arrivée pleine. En tout cas, c'était pas trop prévu visiblement qu'elle soit achetée pleine. D'accord, donc la personne qui avait acheté la maman d'Ashton ne savait pas qu'elle était pleine, c'est ça? Tout à fait.
Voilà et tout ça, c'est découvert, lors du transport de ladite jument et du coup, voilà, il était visiblement avancé dans son terme. Donc voilà, Ashton, de ce que je sais, est né un petit peu entre, l'Irlande et la France, aux sorties du bateau, à l'arrache dans un pré, en France. Le plus OK. près possible de Calais. Donc il est né un petit peu, ouais, entre guillemets «à l'arrache» et il a été tout de suite remis dans un camion pour arriver, dans le 78. Ouais, donc Voilà. en fait, la personne avait acheté la maman d'Ashton, qui était pleine, mais on avait oublié de lui dire. Ouais, comme souvent, ça C'est un arrive. peu ça. Et donc, elle a réceptionné, en fait, quand la maman d'Ashton est sortie du camion, Elle a il y vu arriver un avait, poulain avec. il y avait la maman d'Ashton et Ashton qui devait du coup avoir 1 ou 2 jours, quoi. Oui, alors je crois, si je me rappelle bien de tout ce qui m'a été dit, c'est qu'ils les ont quand même laissés un petit peu au pré avant enfin quelques jours avant effectivement de les ramener en camion, le temps qu'il y ait les soins, je pense aussi, de la maman, un minimum et après effectivement, mais il a voyagé, très, très petit dans un camion, pour rejoindre, bah, le lieu où il a pu grandir avec sa mère après, jusqu'à temps que je l'achète. Donc c'est un gitan. Ouais, c'est une naissance qui est quand même très particulière. Oui, c'est ouais, c'est un nomade. Il a été, il est arrivé ici un peu en nomade, oui, tout à fait. C'est une naissance dont on n'a pas l'habitude. En général, c'est prévu, la maman est mise dans un endroit qui est sécurisé, le poulain arrive, enfin voilà. Ils y C'est ça. restent pendant 1 ou 2 mois dans cet endroit et ensuite seulement ils voyagent. Voilà, c'est les infos que j'ai Ouais. qui m'ont été données par la personne Mm. chez qui je l'ai acheté. Donc voilà un Et donc petit du peu coup, ouais, pour, de ces quelques jours à ces 2 ans, il est resté chez cette personne. voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Donc tu l'achètes en 2012, il a 2 ans. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment se passe votre évolution ensemble ensuite? Donc du coup, bah, je le rapatrie un petit peu plus proche de chez moi pour pouvoir passer, le plus de temps possible avec lui, parce que j'avais conscience d'acheter un poulain, donc de devoir tout faire, toute Mhm. son éducation de base et je voulais absolument être disponible. Donc je l'ai rapatrié beaucoup plus près de chez moi pour pouvoir aller le voir, tous les jours. Ça s'est très bien passé, franchement nos débuts se sont très bien passés. Je me suis tout de suite fait encadrer, pour Ok. commencer, son éducation à pied. C'est un poulain qui était plein de vie, qui était démonstratif. Bah, je parle pas au passé, hein, il a toujours, ces côtés-là, mais pour resituer dans l'époque, voilà, en tant que poulain, il était, voilà, plein de joie de vivre, il s'est développé hyper harmonieusement. Après la castration, c'est vrai que, voilà, il a pris des formes. Voilà, il est devenu très poilu, il a fait vraiment, voilà, tous les types de la race, en fait. Il a toujours un petit peu un physique avec un cul plus haut que le garrot, mais ça, c'est aussi Ok. atypique des poulains aussi, de cette race-là qui sont quand même un petit peu mal formés jusqu'à temps qu'ils deviennent adultes. Les 1res années, c'est donc je l'ai eu à 2 ans. Jusqu'à ses 5-6 ans, franchement, c'était que du bonheur. On a commencé le travail à pied, l'éducation, tous les soins et j'ai toujours encadré et c'est un poulain qui était méga zen. Rien ne le contrariait, rien ne lui faisait peur. Tout s'est très bien passé dans son éducation et notre relation, enfin en tout cas les premiers mois et les premières années de notre relation, donc c'était vraiment top. Tout s'est passé comme tu l'avais. Enfin, même si t'avais pas. Est-ce que tu avais prévu d'acheter un jeune? Pas du tout. Non, C'était pas du pas tout et prévu. surtout pas cette race-là. Je savais que je voulais un hongre, mais j'avais pas forcément prévu de craquer sur un Irish Cobb et j'avais surtout pas du tout prévu de craquer sur un poulain. À l'époque, je m'étais dit: «Mon premier cheval, il faudrait que ce soit un cheval d'âge un peu mûr». Voilà, parce que j'avais pas non plus un niveau équestre, voilà, assez conséquent pour me permettre de débourrer moi-même un cheval. Donc j'étais plutôt partie sur effectivement un cheval d'âge mûr. Donc je n'ai pas du tout acheté, le type de cheval que j'avais Mhm. imaginé, en fait. Mais toujours est-il que ça s'est passé quand même d'une manière très bien. Enfin, Oui, ça une s'est passé manière très qui bien. vous a convenu tous les deux. Et si je comprends, en fait, les premières années de ta vie, Ashton a répondu à tes attentes, si on pourrait Tout à dire fait. entre guillemets. Oui, Enfin, c'est la vie que tu tout à avais fait. imaginée avec lui.
Je lui ai offert la vie que j'imaginais pour lui. Il était au pré avec des copains. Je me suis toujours fait conseiller, encadrer, donc voilà, j'ai mis en place une routine de travail et de soins qui était adaptée, pour lui à l'époque. Vraiment, le débourrage s'est fait, comme une lettre à la poste. Il avait pas l'âge ni la race de ce que tu avais en tête, Ouais, mais en tout cas, il avait le comportement de ce c'est que tu ça. avais en tête. Et il m'apportait énormément et c'est ce que je cherchais, aussi comme relation, mon idéal un peu de relation avec mon cheval donc non. Après ça m'a fait très peur aussi d'avoir, un jeune, donc je me suis mis beaucoup de pression. D'accord. Je me suis mis beaucoup de pression parce que je voulais pas rater son éducation. Je voulais tout faire bien parce que je m'étais dit: «Si je rate quelque chose, je vais le prendre en boomerang, Ouais, quelques temps après». Que j'ai fait au mieux. Ouais, au début, je me suis donné, corps et âme. J'allais le voir tous les jours, même des fois 2 fois par jour pour instaurer une relation. C'était beaucoup je me suis beaucoup investie et au final, bah, ça a créé les bases de notre relation et franchement, c'était top. Les 1res années avec lui, ont été magnifiques. Donc ça, c'est un gros, gros bon souvenir. c'est un gros bon souvenir. Ouais, c'est Et ça. du coup, pas de problème non plus de santé les premières années? Pas du tout. Non, 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 jusqu'à à peu près donc de 2012 à début 2015, c'était RAS, quoi. Je faisais venir le véto pour les vaccins, les parages, ça roulait, le dentiste, voilà, à part les dents de loup qui ont été enlevées, il y a Mais rien eu de bon, particulier. Il voyait l'ostéo, tous les 6 mois. Un peu une routine, voilà, ouais, une routine, c'était su assez classique. tu sur un cheval aussi, tu avais des attentes peut-être sur le physique, enfin en tout cas, en général, les gens ne s'attendent pas à devoir acheter un cheval avec des problèmes de santé. Non, normalement, on n'y pense pas. Et en tout cas, les 3 premières années, c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'était un cheval facile, même Ouais, dans la gestion au quotidien, voilà et je ouais, je donnais un aliment spécial qui lui allait très bien. Il prenait de l'état, l'hiver, il restait en état, il était au fond à volonté avec les copains, à l'herbe, il avait ça la c'est vie la bien. plus traditionnelle possible, Parfait sans quoi. problème. La Ouais. vie sans heurts quoi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé du coup en 2015? Alors à peu ouais, j de début 2015, même fin 2014 quand on y réfléchit bien, j'ai commencé, à avoir quelques problèmes de peau qui n'étaient pas présents jusqu'à présent, la fameuse gratte-gratte qui apparaît, souvent au printemps. Donc attends, il se grattait au niveau des crins Au niveau ou de au la niveau des crinière, fanons? non pas du tout, les fanons ont toujours été épargnés, mais c'était au niveau de la crinière, et au niveau des épaules. Il y a une année, D'accord. il a fait vraiment un gros trou limite au sang, au niveau de l'épaule gauche, et puis il avait pas un beau poil. Fin 2014, le printemps était pas voilà, il avait pas un beau poil, je trouvais que physiquement, il était pas trop comme les précédents étés, enfin printemps-été. Il se faisait piquer, il avait des énormes, réactions, cutanées pas comme des boutons, mais comme des gonflements. Il avait quelques problèmes de peau comme ça, qui sont apparus, qu'il avait jamais eu. Donc et puis il se grattait, dès que je le voyais au pré, il se grattait sur tout ce qu'il trouvait, un arbre, un poteau, Mmh. l'abri, il se grattait tout le temps. Et il se grattait en particulier les crins et enfin la crinière et l'épaule. Les crinières, la queue, les épaules, et un petit peu le derrière. En général, ça allait pas jusqu'au sang, sauf à un moment au niveau de l'épaule, oui, il s'est mis presque à 100. Donc là, j'ai commencé à me dire que c'était pas normal, j'ai pensé peut-être que c'était son aliment qui lui convenait plus, j'ai pensé aux piqûres d'insectes, peut-être qu'il faisait des réactions à des piqûres d'insectes, je mmh, à l'époque, j'expliquais Mmh. pas trop ces problèmes de peau, j'ai supprimé l'aliment. Bon, ça allait pas mieux, pas pire. Le problème, c'est qu'on arrivait en été, donc les insectes, il y en avait plein, donc je pouvais pas supprimer les insectes pour voir si ça allait s'arranger, donc Au moment-là, du coup, tu as fait venir le vétérinaire rapidement ou tu as commencé à gérer un peu oui, toi-même? Enfin, j'ai fait venir le vétérinaire qui m'a dit: «Oh, il doit faire de la dermite estivale comme beaucoup de chevaux». Bon, ma foi, à l'époque, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on fait? «Ah bah, alors ça, c'est très compliqué parce qu'à part leur mettre des chemises intégrales et des produits qui marchent pas toujours sur les crins et cetera», bah, c'est en gros, on m'avait dit que c'était une sale période à passer, quoi. OK. Mais lui, il t'a dit en gros, vous allez passer l'été et
À l'automne, ça ira mieux. Voilà, tout D'accord. à fait, Et à tout à fait. l'automne? Les premières années, à l'automne, ça se calmait, ça se calmait. Il faisait son poil d'hiver, il était beau comme chaque année. Il y a effectivement eu cette année-là des problèmes de peau, mais après j'ai plus quasiment de problèmes de peau. Donc l'automne et l'hiver, ça allait? RAS, oui. Oui, oui, tout à OK. fait et j'ai dû changer de pension, en début 2015, voilà, enfin à peu près avant le printemps 2015. Là après, donc des problèmes de peau qui auraient dû mettre la puce à l'oreille à l'époque, je suis passée sur, une petite toux isolée, comme ça, pareil au printemps. Au printemps, il toussait et il Oui, toussait à l'effort ou il toussait non, même tout seul au pré? il toussait tout seul au pré. Donc là, j'avais plus du tout de problème de peau l'année qui suit. Il avait un super poil, il était comme, depuis Poulain, pas aucun problème. Mais là, c'est la toux qui s'invitait. Petite toux, histoire qu'on le remarque quand même au pré, on se dit: «Oh tiens, c'est pas trop normal». Ça le gênait pas pour travailler, ça le gênait pas pour vivre, mais juste de temps en temps, il avait une petite quinte. Alors, bah, moi, je fais quoi? Je fais revenir le vétérinaire, pour qu'il l'ausculte et tout et on me dit: «Oh», sans chercher la cause, hein, toujours, on me dit: «Oh oui, c'est une petite toux inflammatoire, allez, un petit peu de cortisone et on n'en parlera plus». Mmh. Moi, je fais ce qu'on me dit à l'époque, je lui injecte une semaine de cortisone en intramusculaire, conformément à la prescription du véto. La toux cesse, Ashton reprend sa vie, normale, on travaille, il a 6-7 ans, ouais, ouais, il allait sur ses 6-7 ans, tout allait bien, tout allait j'ai plus aucun problème de toux ni de peau jusque à peu près, 2018. Ah oui, donc entre 2015 et 2018, Ouais. t'as eu ni de toux, ni de d'éruption cutanée? Non, j'ai eu effectivement, j'ai eu un problème de toux, en 2015, mais après, 2016-2017, aucun Ça roule? aucun problème, ça roule, ça roule Mmh. et en 2018, c'était l'année de l'horreur qui commençait, Mmh. parce que les toux sont revenus. La toux est revenue par crise, enfin par épisode et là, ça coïncidait avec les périodes où il était au foin. Il était au foin à l'époque, foin sous cloche, foin à volonté, hein, comme il a toujours eu, mais sous cloche et là, dès l'introduction du foin, il se mettait à tousser. Il se mettait à tousser. C'était plus préoccupant que ce que ça l'avait été en Mmh. 2015. Ça veut dire que les quintes étaient beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus importantes. On voyait que là, il commençait à être encombré. Ouais. Donc on est passé sur un autre stade de toux que la simple petite quinte qu'il avait eue, quand il était plus jeune. Donc là, t'étais sur une toux qui le gênait, quoi? Oui, qui le gênait et qui était pour le coup, là, on se dit: «C'est anormal». C'est pas une quinte où il a pas une gêne Mmh. qui peut être ponctuelle. Là, on sentait que le problème, il était peut-être, plus «de fond» quoi, entre guillemets. Est-ce que tu avais des jetages ou est-ce que juste la toux était plus ample, on va dire, plus profonde? J'avais pas vraiment de jetage, mais j'avais toujours au niveau des naseaux, des traces blanches, les naseaux vraiment encombrés, jamais propres. Enfin, il crachait pas non plus, mais voilà, il était vraiment encombré. Et tu l'as remarqué, du coup, sur les naseaux, quand Tout même? à fait. Je voyais que les naseaux, il y avait toujours bon, c'était jamais propre et souvent, ouais, un peu comme on dit souvent les chevaux, ils mouchent quand ils ont des sécrétions blanches qui Mmh. qui sortent des naseaux. Lui, c'était un petit peu ça et surtout, on voyait que vraiment il était gêné et que la toux, elle venait vraiment de l'intérieur, quoi, que c'était vraiment, une gêne. Il était plus capable de faire autre chose quand il toussait? Non, à l'effort, C'est ça le ça. gênait, ça le Parce que gênait souvent, on le énormément. voit, des fois, les chevaux trottent et puis, il y a une petite toux, puis ils continuent de trotter Ah non, lui sans avoir ça lui ça toussé. le gênait Ouais. énormément, c'était vraiment, au travail, c'était compliqué. Alors comme, ç ça s les la «crise» entre guillemets était plus ou moins forte, enfin l'intensité pouvait varier. Il y a des moments où il pouvait faire un travail léger quand même et d'autres moments où il ne pouvait pas.
Donc c'était assez compliqué de savoir comment gérer ça et surtout quoi en penser à l'époque. Donc j'ai fait revenir le veto, Bah oui. voilà. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que c'était le même veto que tu as fait revenir qu'en Oui, 2015 ou? D'accord, c'était le c'était le même même vétérinaire. cabinet, alors pas le même veto à chaque fois parce qu'ils sont plusieurs dans ce cabinet-là, mais c'était le même cabinet qui suivait depuis qu'il était petit. Donc tu avais un suivi médical. Voilà, de sa castration jusqu'à là, c'est le même cabinet qui le suivait. Donc ils sont venus, ils l'ont ausculté et ils m'ont laissé encore dans le flou comme les problèmes de peau et comme la première quinte. Ils m'ont dit: «Ah oui, effectivement, il a une respiration anormale, il a effectivement une quinte de toux, il a l'air encombré». Ils m'ont donné des bronchodilatateurs et encore de la cortisone. Mmh. Sans vraiment chercher qu'est-ce qui pouvait provoquer ça. Ils ont dit: «Ah, c'est peut-être la poussière du foin». À ce moment-là, il y a pas eu d'analyses particulières qui ont été menées sur Ashton? Non, pas du tout. En tout cas, pas au début des crises un petit peu anormales. On m'a dit: «Oh, il est peut-être, intolérant à la poussière qu'il y a dans le round ball de foin». Moi, sur le coup, bon, j'ai encore fait confiance aux professionnels de la santé qui me suivaient. J'ai j'ai respecté le protocole de soins de bronchodilatateurs et de cortisone et ma foi, la poussière du foin, je me suis dit: «Je peux pas vraiment l'éviter». Il était pas non plus possible de donner du foin mouillé, là où j'étais. Je dis: «Bon, on va voir comment tout ça évolue, quoi». Tu dit: «On va essayer déjà les bronchodilatateurs et la cortisone Voilà, et tout peut-être à que fait. ça va passer». Tout à fait, sauf que, non, en fait, alors ça s'est amélioré et les crises se sont stoppées un temps, mais ça revenait de manière cyclique dans l'hiver, à chaque fois, j'avais 2 ou 3 semaines de D'accord. tranquillité et après, la crise revenait et là, je me dis: «Non, il y a quelque chose, enfin, il faut chercher, c'est pas possible». Son environnement n'avait pas changé, Ouais, tu avais pas changé de pension entre 2015 et 2018? Si, 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 mais OK. je veux dire les conditions de vie étaient les mêmes. Il était toujours au pré avec du foin l'hiver, l'aliment que je lui donnais était le même. Le lieu avait changé? Voilà, le lieu avait changé, mais les conditions de base étaient toujours restées les mêmes et c'est vrai que là, j'ai dit à la véto qu'il fallait sûrement essayer de chercher, pourquoi ces crises revenaient, que ça allait être difficilement gérable de lui donner de la cortisone, tous les 4 matins. Là, la vétérinaire a dit: «Bon, on va faire une prise de sang, il fait sûrement des allergies. On va Mmh. faire une prise de sang pour voir un petit peu, ce qu'il en ressort, s'il a des allergies et à quoi». Donc on a fait une prise de sang, les résultats sont revenus. Là, on a vu que c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'en gros, mon cheval est allergique à peu près tout ce qui peut exister, sur la terre comme les céréales, les graminées fourragères, les acariens, les moisissures, certains types d'arbres, les insectes, notamment les culicoïdes qui piquent et plein d'autres choses, enfin certaines plantes aussi, il est allergique. Donc concrètement, quand on voit les résultats de l'analyse de sang, on se dit: comment fait ce cheval Pour pour vivre? vivre en fait?» Là, je vois graminées fourragères, je vois acariens, je vois moisissures et je me dis: «C'est en fait tout ce qu'on trouve dans le foin», clairement. Ce que tu trouves dans du foin et Voilà, notamment dans du foin les graminées fourragères, c'est du voilà, foin, en c'est fait. ça, c'est du foin et souvent dans le foin, il peut y avoir quelques acariens et des moisissures Ouais, normalement non quand il est de bonne qualité, mais il y a quand même de temps en temps des acariens de stockage qui sont voilà, présents, qui c'est ça. sont Oui, normalement. acariens de stockage, oui, c'était ça, c'était même le libellé exact Ouais, c'est des de acariens qui l'allergie. sont présents dans beaucoup de foins. C'est difficile de les éliminer, Tout mais à la fait, ouais. majorité des chevaux les tolèrent, ces acariens de stockage. Oui. Donc lui non, donc en fait effectivement, le foin, on s'est dit là, oui, le foin est un problème pour le coup, pour lui. Mon cheval est allergique au foin. En fait, c'est ça, ouais, tout à ce qui constitue Le foin. le foin, quoi. Et là, on m'a dit: «Oh», le vétérinaire m'a dit: «Mais vous savez, il est quand même encore jeune, hein», parce que bon, 2018, Ashton avait 8 ans. «On peut tester un protocole de désensibilisation». Oui. Bon, très bien. Moi, toujours partante pour tout faire, je le fais et là on me fait tester, une désensibilisation sur 10 allergènes. Sur le coup, moi je fais ce qu'on me dit, mais je comprendrai bien plus tard que balancer, 10 allergènes en même temps, c'est trop pour un organisme.
et qu'il aurait fallu sûrement se limiter à 4-5 bien choisis. Quitte à en faire 3-4 les premiers, la première désensibilisation, et une année après, faire une deuxième C'est cure de ça. désensibilisation. Seulement moi, on m'a fait faire ça, d'un coup, d'un seul D'accord. et j'ai fait ce qu'on m'a dit un peu à Mmh. l'aveugle, vu qu'au final, c'était trop pour son organisme pour pouvoir assimiler correctement les anticorps et développer des résistances. Du coup, c'était trop, donc ça, à l'époque, je le savais pas. Je l'ai appris plus tard avec, le nouveau véto que j'ai fait venir quand tout s'est empiré, mais à l'époque, c'était beaucoup trop. On désensibilisait un cheval à 10 allergènes à la fois, c'est énorme pour l'organisme. Et donc ça s'est encore empiré? Ah, ça n'a rien fait. En fait, la désensibilisation, c'était du pipi de chat, en fait. Il ne réagissait pas parce que c'était de toute façon D'accord. trop pour lui et son organisme était déjà agressé en permanence. Donc en fait, Donc il a pas réagi à la il a pas désensibilisation? réagi du tout à la désensibilisation et le problème a continué et s'est même empiré parce que là, au niveau respiratoire, à chaque nouvelle crise, il respirait de moins en moins bien et c'était de plus en plus compliqué pour lui. Donc tu avais toujours ces périodes intercrises où il respirait mieux? Ah, dès qu'il était à l'herbe, Dès qu'il était à l'herbe, il respirait mieux, mais par contre dès qu'il revenait au foin, le tu avais problème de nouveau revenait. des Ouais. difficultés Mmh, respiratoires, et tu avais des difficultés respiratoires tout à fait. qui étaient plus sévères que la Donc crise de d'avant, quoi. voilà, à chaque fois qu'il y avait des crises, en fait, les symptômes à chaque crise augmentaient en intensité et on voyait clairement que mon cheval ne respirait pas bien et qu'il était à l'époque en souffrance, hein, disons-le, clairement. Enfin, un des symptômes aussi, on remarque ton problème respiratoire, c'est qu'à un moment donné, en fait, le cheval mange moins. Il interagit moins avec ses congénères, il mange moins parce qu'en fait, même juste de manger, ça lui cause des difficultés respiratoires. Est-ce que tu as eu des problématiques comme ça, toi? Alors lui, c'est un glouton, donc il a toujours, mangé. J'ai pas remarqué à l'époque, enfin en tout cas dans les crises, une perte d'appétit et une perte d'état. Pas du tout, il est resté dans des formes physiques assez impressionnantes. Bon, il avait des abdos, en béton armé, du fait de sa maladie forcément, alors qu'il foutait rien. Mais physiquement, il a toujours été magnifique et les gens ne comprenait pas pourquoi il était malade d'ailleurs, parce que physiquement il était C'était beau. magnifique. Par contre, au niveau sociabilité, il s'isolait, il D'accord. développait un surcaractère, il développait ouais, un peu un surcaractère quoi. Il était présent, archi présent, un peu comme pour compenser le fait qu'il se sente sûrement pas il était un peu dur avec les autres aussi D'accord, dans donc le lui, troupeau. il ne s'isolait pas, parce qu'il y a des chevaux qui s'isolent. En tout cas, pas tout le temps. Des fois, ça lui arrivait d'avoir Ouais, des moments où on sentait vraiment que là, il prenait sur lui, il avait besoin d'être tranquille et tout. Il a compensé ça un peu, je dirais, par une surprésence dans le troupeau OK. et il fallait qu'il montre qu'il était là Une et que agressivité un peu envers ses congénères. ouais, Ouais. à l'époque, en 2018, il était pas très, très sympa Oui, avec voilà. les autres. Non, mais on peut le dire, enfin, c'est pas parce que je te dis pas que ton cheval est méchant, mais en tout cas, tu avais remarqué que de base, il s'entendait bien avec ses congénères, Ouais, il avait une agressivité, ouais, il avait une agressivité un peu, plus élevée avec ses congénères. voilà, C'était tout à fait. Oui, tout un à des fait. comportements associés que tu as remarqué, quoi. Ouais. Et bah, de fil en aiguille de l'année, en fait et bah, à l'automne 2018 et hiver 2018, bon, bah, les problèmes ont repris, hein, après la super saison à l'herbe où il a revu comme pas possible. Les problèmes revenaient. Moi, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire parce que lui supprimer le foin, ça me paraissait impossible. Je me dis: «Mais comment je vais pouvoir le faire vivre dans des conditions où l'hiver, il peut pas avoir de foin?» Je me dis: «Ça n'existe pas une pension au pré sans foin l'hiver». J'étais complètement Je veux dire, perdue. même une pension, enfin, une pension sans foin, il y en a très, très C'est peu. ça, je me dis: «Dans la région dans laquelle on vit, comment je vais faire?» Enfin, comment je peux faire pour donner des conditions de vie à mon cheval qui soient adaptées à sa Oui. maladie? Parce que moi, j'avais vraiment mis le mot sur le fait que, bah, il était malade, il avait pas de système immunitaire, il était agressé partout. C'était pour moi une vraie maladie et je me suis demandé: «Mais quelles conditions de vie je vais pouvoir lui offrir pour qu'il soit, un minimum confortable et sans mettre à mal ses besoins?» Et bah, j'étais totalement perdue parce que je me suis dit, comment j'allais faire? À ce moment-là, enfin, du coup, tu te sentais totalement démunie face à ton cheval? Oui, ah clairement. Puis, Ouais, de pas savoir comment faire, et
Où c'est que tu as trouvé de l'aide? Enfin, est-ce que tu as trouvé de l'aide quelque part et où? Bah, j'ai pas pu compter sur les vétos parce que les vétos, tout ce qu'ils ont trouvé à me dire, c'est: «Oh, bah, il faudrait supprimer le foin ou réfléchir à un autre mode de distribution du foin mouillé ou purifié». Mmh. Bah, oui, c'est des idées, mais Ouais, mais concrètement, moi je comment vis en mettre ça pension. voilà. Moi, je peux pas avoir mon cheval chez moi, j'ai pas de terrain, Mmh. je peux pas l'assumer moi-même parce que je travaille et que, bah, j'ai besoin d'avoir un minimum de services en pension donc voilà, les idées des vétos étaient bien mignonnes, mais concrètement impossibles ou quasi impossibles à mettre en place. Mais n'était pas adapté à ta vie à toi? Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc bah, là, je me suis dit: il faut te documenter sur, bah, le système immunitaire, essayer de D'accord. comprendre un peu, qu'est-ce qui se passe dans son corps pour essayer après de voir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire et ce que tu peux faire pour, essayer d'aider. À l'époque, j'étais même pas sur, le fait de lui trouver un idéal, mais j'étais sur le fait d'essayer de l'aider comme je pouvais. Donc Oui, tu voyais l'état de ton cheval qui se dégradait au fur et à mesure de chaque crise. ouais. À un moment donné, tu te dis: «En fait, on va aller jusqu'au moment où mon cheval ne pourra plus respirer et va mourir». Bah et voilà et en plus, j'ai la chance d'avoir une sœur qui est dans le milieu médical et elle m'a dit: «La cortisone, c'est» parce qu'au début, on voulait me le mettre sous Ta vie. cortisone, pen à Mmh. chaque hiver, dès qu'il y a une crise, le laisser sous cortisone pendant des semaines et on m'avait dit: «Il galopera comme un poulain» et croyez-moi que même sous cortisone, il n'a jamais galopé comme un Mmh. poulain. Donc et ma sœur m'a dit: «C'est un cache-misère, c'est horrible, on peut pas faire ça, on va avoir des problèmes associés liés à la cortisone, c'est pas possible de lui donner ce traitement-là à chaque fois sur des Et si grosses périodes». c'est mettre un pansement sur une Voilà, fracture, c'est quoi. du cache-misère et Mmh. ça réglera pas nos problèmes et surtout ça n'aidera pas son système immunitaire à faire quelque chose. Donc bah, je me suis documentée, sur internet, j'ai passé des nuits blanches. J'ai passé des nuits blanches à Mmh mh. chercher, des sites sur des sites vétos, belges souvent. En Angleterre, j'ai vu qu'en Angleterre, ils donnaient très peu de foin sec à leurs chevaux de sport, qu'ils étaient très, avancés sur toutes les questions des problèmes de respiratoires et de poumons et qu'ils passaient sur, des foins enrubannés spéciaux et cetera. Et qu'ils avaient des très, très bons résultats sur ça et justement, je me suis aussi documentée sur qu'est-ce que c'est qu'un système immunitaire quasi existant, comment l'organisme est attaqué et c'est là que j'ai fait le lien avec les problèmes de peau qu'il a eu, au début. Mmh. C'est là que j'ai fait le lien sur les petites quintes de toux qui arrivent comme ça de manière, isolée et c'est là qu'en fait tout un petit peu s'est éclairé et que j'ai compris que les symptômes que j'avais pas mesurés avant étaient en fait tout simplement les prémices de quelque chose qui se tramait dans son corps, quoi. En tout cas que le corps essaye de Ouais, dire ouais. quelque chose à l'époque, avec des paliers plus ou moins importants à chaque fois et qu'en fait le corps s'exprimait mais que, bah, je suis passée à côté parce que tout simplement je ne savais pas. Ouais, donc tu as trouvé, en fait, tes clés toute seule, quoi. Voilà, c'est ça, en cherchant, en En passant des c'est nuits et ça. des nuits C'est sur ça internet. et là, j'ai fait le lien sur tous les symptômes et j'ai compris et ça m'a fait aussi changer de regard sur, ce que c'est qu'un système immunitaire, tout ce qu'on injecte à nos chevaux, en chimique. J'ai totalement changé ma vision sur ça, les vermifuges, les vaccins, les céréales, enfin, j'ai vraiment changé totalement, ma vision sur ça. J'ai développé aussi un peu mon esprit critique, de me dire, «Qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'est-ce que tu as vu sur ton cheval à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a montré? Qu'est-ce que tu te rappelles, en fait, de ces périodes-là? Comment il était, son comportement?» et cetera. Et ça a fusé dans ma tête pendant plein et plein de nuits où j'ai fait des associations et après il y a beaucoup de choses qui se sont éclairées. En tout cas sur la partie liée aux causes et puis après il y a le: «Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant?» Qu'est-ce qu'on fait avec ça Ouais. maintenant qu'on a un petit peu compris comment le corps, s'est exprimé? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ben alors là, c'était la deuxième partie de la grosse période, très, très compliquée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai testé la première solution qui était de, lui, mettre du foin en filet parce qu'à l'époque, je n'avais pas trouvé, d'autre solution que de le laisser quand même au foin.
Mais je m'étais dit: «Le foin en Mmh. filet, il y a moins de poussière». Ça va éviter qu'il puisse mettre son nez Voilà, totalement son nez dedans. dedans, tout à fait, il est brassé à la main par quelqu'un qui le met en filet, OK. donc je me dis qu'effectivement tout ce qui est acarien de stockage dans un round, peut-être qu'il y en aura moins. Voilà, je me suis dit: «Qui tente rien n'a rien». Je l'ai changé d'endroit, je l'ai mis dans un super endroit qui est un magnifique, mais qui n'a pas réglé mon problème, Mmh. puisqu'il Ouais. est enfin voilà, il a pas réagi aux espoirs que je fondais dans le filet à foin. Et la maladie a continué à empirer, aussi. C'est chez cette formidable personne-là qu'on a atteint un pic, en fait, de la maladie, où là, en fait, il était ce qu'on peut appeler en détresse respiratoire. C'est-à-dire que là, il était gêné plus et Tout le qu'en temps. fait, il tout le temps et que vivre au quotidien était compliqué pour lui. Et fort heureusement qu'il était chez cette personne qui était super, qui voilà, me donnait des nouvelles et qui me dit: «Là, je sais plus quoi faire pour le soulager». Et là, je me suis dit: «Pauline, il faut que tu demandes un nouvel avis médical. Il Ouais. faut que tu le fasses voir par quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne l'a jamais vu, qui prenne tout son historique». Ouais, donc à ce moment-là, en fait, tu trouvé des solutions toute seule. Tu as trouvé ce que tu penses être, une clé de voûte, c'est-à-dire son Mmh, système immunitaire, en effet, qui se fait oui, agresser mmh, par tout et n'importe quoi et qui cause des problèmes respiratoires. mmh, tout à fait. Et du coup, tu t'es dit: «Bah, là, j'y arrive plus seule. Je vais redemander, je vais chercher de l'aide, C'est quoi». ça. En tout cas, j'arrive plus, oui. J'arrive plus avec le vétérinaire qui nous suit, qui concrètement ne m'a proposé aucun examen médical, poussé, à Ouais. part une simple auscultation au stéto, voilà, il y a jamais eu d'investigation autre et je me suis dit: «Là, il faut que tu demandes un autre avis médical pour déjà voir si c'est concordant ou si on peut t'aider ou pas». Oui, ou peut-être que tu faisais fausse route, en fait, enfin. Voilà, ou pour déjà poser un diagnostic clair et puis après voir quelles options on envisage. Mais moi, j'avais besoin que un professionnel de santé m'explique exactement qu'est-ce qui se passe. J'avais besoin qu'on ausculte mon cheval, à part mettre un stéto pendant 5 secondes sur lui, j'avais besoin qu'on l'ausculte, j'avais besoin qu'on lui fasse des examens, j'avais besoin de savoir quels étaient les dégâts Mmh. de tout ça, j'avais besoin que voilà, quelqu'un se penche un peu sur le cas de mon cheval. Et donc du coup, je me suis dit: «Là, il faut que tu sollicites un nouvel avis médical, quelqu'un qui ne le connaît pas». Donc j'ai pris un vétérinaire indépendant qui n'est pas rattaché à un cabinet, qui est venu le voir, chose que j'ai appréciée. Il m'a demandé tout son Mmh. historique, aussi bien médical en termes de vaccins, quel traitement il a eu, tout ce qu'il a ingéré, que son alimentation, que son mode de vie. Il m'a demandé de tout lui expliquer, de A à Z et depuis que je l'ai et il a fait des examens, donc il a fait des prises de sang aussi pour voir, si, le foie marchait bien parce que, souvent les chevaux qui ont des problèmes respiratoires, ils ont des fois le foie un peu encrassé, vu que le système immunitaire est agressé. Oui, et puis vu que tu le traites, comme dit, avec, des produits Ah bah, avec la cortisone, qui doivent être oui. éliminés, en fait, et l'élimination va passer par le foie. C'est ça. Il voulait être sûr que déjà il puisse éliminer les toxines, normalement. Mmh. Donc il a fait une prise de sang pour voir si le foie marchait bien, parce que s'il marchait pas bien, ça aurait été aussi compliqué et il lui a fait l'examen de base quand on a des problèmes respiratoires, c'est une endoscopie pulmonaire pour voir Comment ça se l'état des passe dans les poumons, poumons? comment ça se passe à l'intérieur. Chose qui ne m'avait jamais été proposée, par, le véto précédent. Bon, l'examen est pas facile à faire, quand c'est son cheval, voilà, être sédaté comme ça, une caméra dans les poumons, C'est c'est un costaud parce que examen invasif, ça passe voilà, par, du coup, on passe par le nez, ça passe, enfin, c'est ça. quand ça ressort, ça saigne en C'est général un petit c'est peu. invasif, ouais, c'est très, très Ouais, invasif. Bon, heureusement, il est sédaté, voilà, mais c'est impressionnant à voir pour un c'est propriétaire. Déjà d en tout tant que à fait. propriétaire, de voir son cheval sédaté, c'est Oui. impressionnant, mais en plus de voir le tuyau, et puis on y rentre des mètres, hein. Tout à fait. Ah oui, oui, bah, tout à fait et là déjà cet examen-là, je me dis: «Bon,
au moins je vais voir ce qui se passe. On va Mmh. voir ce qui se passe à l'intérieur, on va voir les dégâts, on va voir. Il veut c'est un véto qui veut creuser. Moi, j'étais à 100 Tu pour parce confiante? qu'on vivait un Ouais. calvaire. Clairement, c'était Et au moment-là, lui, il t'a proposé, en fait, la bouée que tu attendais depuis. bah, oui, tout simplement, creuser quoi. On va creuser, on va voir à quel point il est atteint et on va essayer de le soulager et effectivement, dès qu'il a commencé à mettre la caméra, par le nez, il a vu que tout était obstrué, du bout du naseau jusqu'à la pointe du poumon, il y avait que du mucus. C'était encombré, mais Ouais. il m'a dit: C'est super encombré, ça C'est normal que le c'est cheval soit en détresse respiratoire, quoi. On a trouvé la voilà, cause. il m'a dit et voilà, c'est ça, donc il a fait des prélèvements, hein, du mucus pour voir s'il y avait pas des bactéries ou des champignons qui se logeaient là-dedans. Il a fait des prélèvements, après il est allé jusqu'au poumon, il a pas vu, en tout cas, de gros dégâts, au niveau des poumons de type fibrose pulmonaire, qui pouvaient altérer effectivement l'élasticité du poumon et la capacité respiratoire. Il m'a dit: «Bizarrement, les poumons sont pas trop atteints, mais il a tellement de mucus qu'en fait, il est gêné». En fait, il s'étouffe. Enfin, tout voilà, c'est ça, tout simplement. Donc il s'est avéré que les prélèvements qu'il avait faits, il avait, un champignon, dans le mucus. Mmh. Donc là, il a fallu traiter par antibiotiques, Mmh. pour, déjà éliminer ça, mais il m'a dit: c'est pas ça Qui explique tout le qui joue sur mucus. l'encombrement». Mmh. Non, non, tout à fait. Donc il m'a dit là, il m'a clairement, il m'a dit ce que je voulais pas entendre, mais au moins il m'a posé un diagnostic. Il m'a dit: «Vous savez, si vous enlevez pas le foin, on va tout ça va être très, très compliqué». Mais au moins il me l'a dit. Il m'a dit clairement: «Votre cheval, il faut revoir ses conditions de vie de A à Z. Ouais. Sinon ça va devenir très, très compliqué et ça va être très compliqué de le soulager». Mais ce à quoi tu t'y attendais, parce que tu avais déjà essayé tout ce que tu pouvais en gardant Tout du à foin, fait. quoi. Tout à fait mais au moins voilà, les examens avaient été faits. Je savais qu'il avait un champignon dans tout ça, mais que les poumons étaient pas encore trop atteints, Mmh. et il m'a dit: «Si on arrive à lui trouver un environnement dans lequel il se requinque, les dégâts vont être, infimes quoi. Il Ouais. gardera pas de séquelles, respiratoires énormes» et il m'a dit: «Bah, vous avez pas beaucoup le choix, soit vous essayez le foin purifié, qui peut vous aider». Et encore, il était pas trop sûr que ça règle, Ouais. vraiment le problème et il m'a dit: «C'est une piste». Sinon, il m'a dit: «Mademoiselle, il faudrait le passer à l'enrubanné, qui donne de bons résultats sur des chevaux un peu comme lui». L'enrubanné spécial cheval, hein, bien sûr. Oui, qu'il y a un enrubanné, on va le noter, qu'il y a un enrubanné qui est sec et pas un qui a un taux d'humidité, enfin, il y a différents taux d'humidité dans l'enrubanné. Pour les vaches, en effet, il y a un taux d'humidité qui est élevé. Et pour les chevaux, on est sur un taux d'humidité qui est faible, c'est-à-dire que le foin, on est sur un taux d'humidité de 2% et je crois que l'enrubanné, chevaux doit être entre 5 et 10, quoi. Ouais, il y en a, on peut trouver à partir de ouais, on peut, mais en général, à 15, on sent même pas, enfin, au C'est toucher, sec. c'est, la différence, elle est impalpable. Moi, du coup, je me suis un peu renseignée et je me suis dit: «Oh là là, mais on va sentir la différence, si effectivement c'est humide, ça va peut-être être un peu plus gras dans les mains et cetera» et j'ai regardé, franchement, on voit pas déjà à l'œil nu, on voit pas la différence et au niveau du toucher, Et pour et pour ton cheval, quelle est la différence? Parce que dans de l'enrubanné, vu qu'il est enrubanné, il y a très peu de poussière. Est-ce qu'il y a autre chose qui change avec du foin? c'est la façon dont c'est récolté et le foin, quand on fauche, je sais pas comment on appelle ça, le fait de couper, enfin Ouais, de faucher. voilà, de faucher, je sais que le foin, on le laisse longtemps sécher avant On de le le laisse deux mettre en trois botte. jours sécher. Voilà et sauf qu'en fait, l'enrubané, bah, dès qu'en quasiment à 24 heures près, je dirais, dès qu'on l'a fauché, on l'embotine dans les fameux cellophanes, de couleur, pour qu'il soit un maximum, humide et qu'il se rapproche le plus possible de l'herbe, en fait, tout simplement. D'accord. Donc tu vas chercher, en fait, à donner de «l'herbe» entre guillemets Ouais, c'est ça, toute l'année. Et pour donner de l'herbe, bah, du coup, tu vas chercher quelque chose qui se rapproche, enfin, de l'herbe au conservée, quoi. maximum, ouais, en termes de propriétés nutritives et de composantes parce qu'en fait, Mmh.
Donc d'où l'enrubanné. Voilà, et c'est effectivement le procédé de fabrication qui est différent du foin traditionnel et qui du coup est cellophané un petit peu pour garder justement Cette humidité. l'humidité, les propriétés nutritives de l'herbe, et puis c'est conditionné, il y a différentes tailles. En fait, il y a les petits sacs et donc là, on est 2019, il me suggère cette, option d'alimentation, mais moi je me dis, bah, Et oui, comment? comment je fais? Comment je fais pour qu'il ait des copains? Comment je fais pour que, bah, ses copains mangent comme lui? Ce serait quand même mieux plutôt que de devoir, lui faire un régime particulier et surtout qui peut me prendre à ces conditions-là? Ça veut dire avec, de l'enrubané, en collectivité, pas à 2 heures de chez moi. Comment je fais? Donc j'épluche toutes les annonces de pension, je fais moi-même mes propres posts de «je recherche une pension avec tel et Mmh. tel», critère. Il s'avère que, bah, il y a Ça quasiment n'existe pas pas. d'endroit, ouais, presque pas qui propose, de l'enrubané en collectif. Donc on m'a dit: «Bah madame, nous on peut vous le prendre mais tout seul». Donc avec son propre régime alimentaire, tout seul, à côté des copains, mais quand même tout seul. Mais tout seul. Voilà. Parce que isolé, parce que c'est vrai que tu peux pas forcément donner enfin, Bah non, tous les chevaux n'ont pas ce besoin-là et lui, c'était vraiment particulier. Donc il fallait qu'il ait ça en période hivernale. Après, il pouvait être à l'herbe avec tous les copains, mais en période d'hiver, on avait ce problème de de séparation, il fallait la solution que tu as trouvée impliquait de séparer ton cheval en hiver. voilà. Même ça s'est fini quand j'ai dû séparer mon cheval même toute l'année parce que je n'ai pas trouvé d'endroit qui acceptait de D'incorporer en voilà, été c'est et ça. de Donc j'ai oui. trouvé chez un particulier, elle avait effectivement du terrain et elle m'a fait un pré à moi à côté des siens, mais elle Mmh. s'adaptait 100 à mes problématiques À Ashton. d'alimentation, voilà. Mais il vivait, tout seul. Il voyait les copains par la clôture, mais il vivait tout seul. Donc j'ai dit: «Bah, il faut, OK. c'est pas l'idéal pour lui, mais». Et donc là, ça fait en fait du coup, tu m'as dit donc là, on arrive en 2020 ou Ouais, quelque chose comme automne ça? 2020, automne non, automne 2019, pardon, excuse-moi. Donc ça fait maintenant 4 ans que Ashton a un régime alimentaire à base d'enrubané. L'hiver et l'été, il est au foin. L'été, il est à l'herbe, surtout pas au foin. Oui, tout à fait. Non, chez nous, c'est un petit peu Satan, mais et voilà, donc j'ai testé, j'ai dit à mon véto, je lui ai fait valider les conditions. Je lui ai dit: «Voilà, si on trouve ce type de formule avec de l'enrubané l'hiver», il m'a dit: «Il faut essayer». Mmh mh. C'est pareil, l'enrubané, c'est pas forcément solution miracle pour tous les chevaux avec cette pathologie-là. Il m'a dit: «Il faut essayer, de toute façon, c'est en essayant qu'on va, Qu'on va voir. voir comment il réagit». Donc voilà, automne 2019, me voilà partie dans ce type de pension-là. Et qu'est-ce que tu as remarqué? Ça a marché. Le premier hiver à l'enrubané, les symptômes se sont très largement apaisés. Il n'a plus toussé. Sa respiration s'est nettement calmée. Il était beaucoup plus confortable, il a retrouvé, du peps. On a pu recommencer tranquillement à travailler un petit peu à pied. Franchement, pour nous, les conditions, voilà, ça a été le jour et la nuit et j'ai senti que mon cheval vraiment là commençait à se requinquer en fait, Ouais. gentiment mais sûrement au fil des mois. Sans du coup faire d'ajout, le seul paramètre que tu as changé, c'est l'enrubané? C'est l'enrubané, Ouais. ouais. J'ai gardé, son aliment sans céréales parce que ça, c'est entre guillemets «beaucoup plus simple» à mettre en place que de supprimer le foin. Ouais, mais tu as gardé enfin, je veux dire, tu as pas rajouté de choses, tu as pas fait de Non, nébulisation, tu as pas fait non, pas du tout. Par contre, j'ai quand même continué à lui donner, un complément alimentaire qui aide à expectorer, enfin en tout à cas sortir le mucus? à sortir le mucus. Ça, il en a eu pendant presque 3 ans. D'accord. Donc ce complément plus l'enrubané. Voilà, tout à fait et puis du repos et puis on attend de voir. Ça a marché, dès 6 à 9 mois après, Mmh. j'ai vraiment vu la différence. Il a passé son premier hiver à l'enrubané. Moi qui avais peur que ce soit trop gras, qu'il me fasse une fourbure ou quoi que ce soit, c'est passé comme une lettre à la poste. Bon après j'insiste sur le fait qu'il était pas à volonté. Sur l'enrubané parce que C'est c'est riche. risqué de le donner à volonté. C'est plus riche, hein, c'est de l'herbe, clairement donc
Il n'était pas à volonté, donc il était rationné. Mais voilà, ça a fait ses preuves. En tout cas, sur nous, ça a donné de très bons résultats. Moi, mon seul problème, c'était qu'il était tout seul. Voilà, donc ça a été très compliqué pour moi à encaisser, mais comme je voyais qu'il allait mieux, je me suis dit: «Bon, l'un dans l'autre, bah, sa santé prime», donc en fait, faut faire le deuil de des fois la vie idéale qu'on veut pour eux et il s'est requinqué comme ça, depuis 2019. On a pu recommencer à travailler et voilà, on est sortis de l'incertitude, on est sortis de la galère parce que quand il était en crise, c'était compliqué, à gérer. J'avais beau faire venir tous les ostéos, les masseurs, les kinésios et cetera, bah, le problème était toujours là Donc donc en t'avais fait, pas enlevé le foin, tu avais le problème. c'est ça, Et c'est ça. et je sais que tu as rechangé de pension, enfin, tu as rechangé Oui. d'endroit pour Ashton il y a pas longtemps? Oui, bah, parce qu'en fait, il était là, le problème que j'avais, c'était qu'il était en forme, physique meilleure, mais tout seul et Ashton avait retrouvé, bah, une santé Mmh. minimale, mais du coup, il commençait un petit peu à avoir les travers de la vie, à travers de la vie solitaire. Ah ouais, tu voyais des problèmes de comportement? Un peu, ça veut dire que dès que je l'emmenais en balade et qu'il croisait des chevaux, qu'il passait à côté des prés, il avait un besoin de montrer qu'il était là, quoi. En fait, comme il côtoyait pas vraiment des Mmh. chevaux, dès qu'il en croisait un, il fallait absolument qu'il se montre, quoi. Ouais, C'était son langage équin était en train de ah s'altérer, clairement, quoi. il réagissait, pour lui, c'était: «Oh mais moi je suis là, c'est qui lui? Tu es qui toi?» enfin, Mmh. exacerbé, plus, Oui, quoi. qui communiquait pas en disant, «Bonjour, je m'appelle Voilà, Ashton». c'est C'était: ça. «Bonjour, je suis Ashton!» Et c'était vraiment un exercice. Le fait de passer, calmement à côté d'un pré de chevaux, c'était devenu vraiment un exercice de la balade, à part Ouais, ouais. entière et là, je me dis: «Quand même», enfin je me dis: «Quand même, maintenant il va mieux». J'avais toujours cet esprit de me dire: «Mais il y a bien des chevaux comme lui», enfin, Il y en a bien d'autres, ça doit pas être le il y en a seul. bien d'autres, c'est ça et je me dis: «Il y a sûrement des propriétaires aussi qui sont dans la galère», enfin et je me dis, j'avais toujours espoir depuis 2019 que ces conditions de vie ont commencé à faire leurs preuves, de lui trouver dans mon monde idéal un endroit qui réunirait ces conditions et où il puisse avoir des copains Et tu l'as trouvé? et du coup, je l'ai trouvé là au printemps dernier. J'ai trouvé un endroit où effectivement la formule alimentaire était adaptée pour lui, donc ça veut dire des chevaux qui sont en troupeau, au pré, avec de l'enrubanné, l'hiver et des compléments aussi pour ceux qui ont besoin. Dans cette pension, il y a un troupeau dont tous les chevaux ont le même À besoin, l'enrubanné, ouais, qui est un besoin d'enrubanner en hiver et non pas de foin. tout à fait, Donc tu c'est as ça. trouvé une pension qui répondait aux besoins de ton cheval. C'est ça, tout à fait. Alors c'était pas simple, hein, parce qu'il y en a très peu, surtout en région parisienne. Je sais que dans d'autres régions de France, ça existe, mais en région parisienne, pas trop. Les pensions spécifiques pour les chevaux à problèmes respiratoires, c'est encore trop peu développé. Mais j'avais toujours, et même j'ai continué, hein, quand je l'ai «isolé» entre guillemets, contrainte et forcée, j'épluchais quand même encore les Mmh. annonces pour, voir si, il y avait pas quelqu'un qui proposerait, une formule, hyper adaptée. J'ai pas arrêté pendant 4 ans de fouiller sur le web, s'il y avait pas des endroits qui seraient susceptibles de lui correspondre. J'ai jamais vraiment arrêté de chercher en sous-marin, en fait Mmh. et quand j'ai vu cet endroit, je me suis dit: «Bon, bah, là, il faut lui donner des copains. Il faut lui donner des copains, et sans mettre à mal ses conditions de vie, mais il faut lui donner des copains et au final, bah, pour l'instant, ça se passe très bien. On attend de voir cet hiver, avec la mise en place de l'enrubanné, comment ça se passe, mais l'intégration s'est très bien passée. Lui qui avait vécu tout seul pendant 3 ans, dans un pré, dans un à côté d'un chemin sans beaucoup de passages, il s'est retrouvé dans une écurie avec, plein de prés aux alentours, des gens qui passent, des carrières, des chevaux qui travaillent à côté. Enfin, c'était vraiment lui qui sortait de sa brousse, il a vu de l'animation, quoi. Donc et puis au final, il s'est méga vite adapté et maintenant, voilà, j'ai retrouvé un cheval qui a des relations sociales avec les autres, qui a trouvé une chérie, qui est très protecteur avec elle
voilà et qui a sa vraie place dans le troupeau donc Donc tu as réussi à trouver un endroit. Enfin, ouais, déjà comprendre les besoins de mon cheval, à ouais, comprendre exactement, bah, oui, il a pas de système immunitaire, un rien l'agresse, mais comment on fait avec ça? de définir ton besoin Tout à fait, et qu'ensuite un professionnel, un gérant de pension réponde à ce besoin, c'est quoi. ça et surtout, bien avoir en tête, les points de vigilance, voilà, que ce soit en termes d'alimentation ou de se dire, moi maintenant mon cheval c'est vrai que, bah, je le vaccine parce qu'il est en collectivité et que bon ça j'avoue même quand j'étais toute seule, je pouvais pas trop tergiverser avec ça parce qu'un gérant de pension souhaite quand même que les Mmh. chevaux soient vaccinés. Mais je veux dire, je fais très attention sur tout ce que je lui donne. Les vermifuges, Ouais, je parce que fais avec maintenant tu parcimonie. connais. Voilà, je sais que mon cheval, un rien peut l'agresser, donc tout ce qui est «chimique» entre guillemets, j'y réfléchis à 2 fois avant de donner. Je vermifuge que quand les copros, disent qu'il y a besoin. Je fais vraiment tout avec parcimonie. Je fais pas la rhino. Voilà, je fais que le vaccin, Le grippe, tétanos. tétanos, voilà. Je fais pas la réno parce qu'on me laisse la possibilité de pas le faire. Donc moins j'en fais, mieux je me porte, avec Mieux ton Ashton. cheval se porte. Voilà, ouais, ouais, c'est ça et voilà, après c'est aussi toute une ouverture d'esprit, de se dire que, bah, il faut faire différemment avec ce cheval et il faut pas faire aveuglément tout ce qu'on nous dit de faire 4 vermifuges, parce qu'il faut Mmh. faire comme ça et surtout, aussi, prendre en compte dans sa globalité. Ça veut dire que moi, je le fais voir à l'ostéo tous les 3 mois. Il est très, très chanceux le mien. Je le fais voir à l'ostéo tous les 3 mois. Il travaille un peu, mais pas non plus beaucoup. Voilà, je lui offre quand même des temps de repos, conséquents. S'il faut qu'il se fasse masser, si je sens qu'il faut qu'il se fasse masser parce que voilà, les séances sont un peu plus compliquées et bah, il se fait masser, voilà, je lésine pas sur les entre guillemets «soins de confort». Je sais que son petit corps est sollicité, il revient de loin donc je voilà, j'ai une approche globale de mon cheval et de bien-être global, surtout qui va au-delà un peu du simple problème respiratoire. Je pense que tout est Ouais, lié et les problèmes respiratoires, c'est un symptôme. on C'est est d'accord. pas c'est ça veut dire que le corps exprime quelque chose, et quand je refais l'histoire depuis le début, le moindre Tout petit signe, était voilà, tout était en lien avec ça, quoi. tout était en lien et les problèmes de peau, les petites quintes de toux isolées, tout ça, c'est des prémices de ce que le corps essaye de dire donc c'est voilà, on dit souvent poumons, émotions, tout ça, c'est lié, bah, voilà, mon cheval non plus a pas non plus un parcours de vie, depuis qu'il est petit, forcément très simple aussi donc Mmh. il y a des choses de ce côté-là aussi qui peuvent expliquer, pas mal de choses mais voilà, c'est maintenant que voilà, j'ai cerné un petit peu, et que j'ai été rassurée sur le fait que les dommages ne sont pas trop énormes, parce que des années de crise comme ça et de maladies un peu latentes, ça Mais là, il va peut bien. voilà. Alors après, il faut savoir qu'il ne respire pas comme les autres, il est un peu Mmh. plus poussif. C'est vrai quelqu'un Ouais. qui le voit peut se dire: «Oh là là, il est Il est pas poussif, bien. il est pas bien». Il est comme ça l'empêche pas de galoper, ça l'empêche pas de travailler, ça l'empêche pas d'aller se balader, juste il respire un peu différemment. Mais maintenant que j'ai l'œil pour, voir ce qui est Ouais. entre guillemets «normal» de pas normal, voilà, c'est juste sa particularité à lui. Mais voilà, au niveau pulmonaire, il y a peu de séquelles, donc c'est sûr que j'en ferai pas un adepte de 6 heures de randonnée. Oui, tu feras peut-être pas des courses d'endurance, Voilà, hein? clairement pas et les grosses randonnées d'une journée non plus. Je pense qu'au bout d'un moment, il peinera, mais pour faire de la balade, du travail à pied ou un peu de plat, ses poumons, encaissent bien. Donc heu, donc c'est voilà, au final, puis moi, je l'ai un petit peu sauvé, donc les objectifs sportifs, je m'en fiche un peu. Ça passe au second plan. Non, clairement, parce Ah, que j'ai cru le perdre, quand même, en pic aigu de la maladie, il était très inconfortable. Il était presque en suffocation tu donc tu t'es vu en fait, à un moment donné, euthanasier pour, bah, j'avais surtout peur que le cœur prenne en fait, que la ouais. fonction cardiaque, parce que, quand quelqu'un a l'impression d'étouffer, bah, c'est le cœur qui prend donc En fait, il y a moins d'oxygène aussi, donc le cœur pompe plus pour que les muscles reçoivent, enfin,
le cœur reçoit moins d'oxygène et à un moment donné, il y a un effort cardiaque qui est fait pour que justement toutes les autres fonctions puissent continuer, quoi. Tout à fait et j'avais peur d'après de basculer sur des problèmes cardiaques associés, et là ça aurait été un enfer, quoi. Donc Ouais, puis j'avais aussi peur des lésions, sur le long terme, quoi. Peur qu'il y ait des des lésions dommages, pulmonaires, qu'en fait, oui, tu des morceaux de poumons qui soient moins fonctionnels, enfin, tu un oui. pourcentage de poumons qui soit moins fonctionnel, donc ton cheval, en fait, il respire plus jamais bien. C'est ça. En fait, j'avais peur que plus ça allait durer, plus les dégâts allaient être importants et plus après ça aurait été compliqué pour lui de reprendre une vie à peu près normale, quoi. Mmh. Donc j'étais à l'époque partie sur le fait que ça se trouve, je pourrais sûrement plus rien faire avec et ça, c'était OK pour moi, mais je voulais juste qu'il puisse vivre, Sa vie correctement, de quoi. cheval, quoi. Voilà et je m'étais dit en plus, j'avais l'urgence de plus j'attends, Bah, pire ça va être. pire ça Et va être. tu avais raison, enfin, tu avais remarqué qu'en fait, ça s'améliorait pas et que Mmh. ça empirait à chacune des crises. Oui, tout à fait. Donc, il fallait qu'il te fasse le moins de crises possible, Oui. Donc il fallait qu'il soit le moins agressé possible et donc pour être le moins agressé, il fallait supprimer un max de choses donc d'agresseur. c'est ça et il fallait le mettre dans un environnement qui soit, à peu près tolérable pour lui, Mmh. parce qu'il y a sûrement des choses à l'heure actuelle qu'il ne tolère pas, mais il ne ça se traduit pas physiquement donc je pense que ce qu'il a gagné en requinquage, lui permet de compenser aussi peut-être d'autres allergènes qui sont un peu moins agressifs, mais je pense qu'il vit maintenant un peu, il trouve un équilibre aussi, son corps Mmh. finit par trouver un équilibre, mais mais voilà, on peut dire qu'il est un petit peu inadapté quand on à son environnement, c'est voilà. C'est presque le cas avec des allergies comme ça, Puis, et puis émotionnellement, bah, j'arrivais à bout quoi, donc il me fallait une perspective, il me fallait une idée quoi. En tout cas, mmh, une piste à explorer parce que avec cette maladie-là et avec le parcours qu'on a eu, on est très isolés. Au bout d'un mmh. moment, le vétérinaire, il avait ses limites. Il a fait les examens, il m'a proposé des idées et encore, il m'a même pas dit que c'était sûr que ça allait marcher, hein. Il m'a dit: «Il faut tester, chaque cheval réagit différemment, on sait jamais». Mais j'étais même pas sûre que le passage à l'enrubanné, règle mon problème, hein. Bah, il fallait essayer. Comme dit, il fallait que tu sois à un moment donné, il fallait et pour lui et pour toi que tu retrouves, Il fallait essayer et il fallait que vous essayiez absolument quelque chose, quoi. trouver un endroit qui nous permette d'essayer. C'était Mmh. surtout ça le gros problème, c'est qu'il fallait nous trouver une formule, de pension qui puisse nous permettre d'essayer, quoi et c'était très compliqué, à trouver. Il a fallu faire des croix sur des copains, sur des installations, sur du confort pour nous en tant que propriétaires, heu, Le temps d'essayer. le temps d'essayer, tout à fait. Est-ce que, tu as donné plein de conseils. Je pense que les personnes qui ont des problèmes respiratoires, avec leurs chevaux vont se retrouver dans plein de petits conseils, dans ce que tu nous as dit. Mais si maintenant, j'ai envie de dire quelqu'un, tu vois, n'a pas le cheval n'a pas spécialement de problèmes respiratoires qui sont remarqués. Enfin, tu vois, moi le mien, franchement, j'ai jamais remarqué de problème respiratoire, mais c'est peut-être que je les ai pas remarqués. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes comme ça? Qu'est-ce que tu Hem aurais, comme conseil à donner d'un point de vue santé respiratoire pour des propriétaires de chevaux? Je suis effectivement intimement persuadée que de toute façon le problème respiratoire est un «symptôme», entre guillemets, une D'accord. conséquence et en aucun cas ce n'est une cause. Je pense que si un jour vous trouvez que votre cheval respire un petit peu plus fort que d'habitude ou si vous Mmh. trouvez qu'à l'effort il est plus poussif que, Ouais, qu'il y a des petites quintes de toux, comme voilà, tu qu'il y a des disais. quintes de toux. Pour moi, un cheval qui a une quinte de toux, il faut pas la banaliser. J'ai souvent entendu des chevaux tousser au pré de manière isolée. Pour moi, c'est pas normal. Et donc de prendre cette toux comme un Voilà, symptôme il et de faut chercher la vraie cause tout à derrière fait. cette toux. Je pense que les quand on est propriétaire de son cheval, on le connaît, et le moindre truc qui nous paraît anormal, que ce soit une respiration un peu plus poussive, un état aussi qui est général qui se dégrade ou qui en tout cas ne ressemble pas au cheval qu'on a connu, une quinte de toux,
des séances qui physiquement deviennent plus difficiles pour le cheval, et cetera. Mmh. Je pense qu'il faut se faire confiance et il faut surtout toujours garder son esprit critique. On est propriétaire, si on remarque un truc qui va pas, n faut pas le minimiser. Je veux dire, Mmh. il faut demander conseil, à un véto ou à un propriétaire, en qui on a confiance, qui nous connaît et cetera. Il faut aussi se documenter. Je pense que c'est important en tant que propriétaire qu'on ait un avis éclairé sur la prise en charge globale de son cheval. Ouvrir sa vision sur, déjà des soins de confort qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai vu que le massage sur mon cheval était super, parce qu'il avait la cage thoracique qui était toute comprimée comme ça et des abdos en béton et il était, un peu comme un tréteau des fois et le massage lui a permis de voilà, De s'ouvrir. de se «délier» entre guillemets. Donc tu t'es renseigné et tu as essayé, quoi? Voilà, je me suis renseignée sur tous les soins un peu alternatifs qu'on peut avoir. Je me suis intéressée à l'alimentation, je me suis intéressée sur, bah, la vermifugation, surtout quand on est en pension, on nous dit de faire ça, ça et ça, mais oui, mais pourquoi on me demande de faire ça? Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus respectueux, pour nos chevaux? Je pense que c'est important de jamais cesser de se documenter, de voilà, s'ouvrir, à, à ce qu'on peut trouver. On a la chance en plus d'avoir, des sites internet, des comptes comme le tien qui proposent, des podcasts, des cavalcades et cetera donc c'est important de garder l'esprit ouvert et je pense que notre cheval, c'est nous qui le connaissons le mieux et si on voit un Mmh. truc qui n'est pas normal, c'est pas normal et il faut comprendre qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là. Ouais, et pour toi, du coup, pour toi, c'est de la responsabilité du propriétaire de se former? Oui, puis en fait, bah, nous on a l'œil, nous on voit notre cheval, très Mmh. régulièrement, comparé au véto qui le voit que quand on l'appelle ou au gérant de pension qui malheureusement des fois porte pas forcément attention à des petits détails. Nous, si voilà, surtout si la relation elle est installée, que ça fait plusieurs mois ou plusieurs années qu'on a notre cheval, je pense qu'on le connaît et un problème de comportement ou une anomalie physique doit nous alerter et il faut pas Mmh. minimiser. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, ces problèmes de peau, j'y ai pas forcément vu un signal, alors que pour moi, un problème de peau, do maintenant doit être un signal. Un problème de peau, une quinte, une respiration qui devient anormale presque du jour au lendemain, bah, même un pour élargir, hein, une boiterie, une fourbure et cetera. Le corps dit quelque chose. Je suis intimement persuadée que le corps dit quelque chose à chaque Et fois. pour toi, il y a une grosse partie du propriétaire, enfin le propriétaire doit pouvoir, se former sur le sujet? Ou en tout cas, déjà savoir repérer ce qui n'est pas normal et après, voilà, on n'a pas réponse à tout. Je suis pas vétérinaire, je suis pas ostéo et cetera. Mais au moins savoir dire: «Voilà, là, il y a quelque chose qui me paraît pas normal, il faut que je comprenne ce qui se passe». Déjà, si les propriétaires, s'autorisent à faire ça, parce que c'est pas non plus évident d'accepter quelque chose qui n'est pas normal, mais voilà Mmh. et après voilà, il y a des gens qui pourront aider, en tout cas des gens qui peut-être vous mettront sur des pistes qui aboutiront, j'espère, Et écouter les pistes. et voilà et je reste intimement persuadée que de toute façon, il faut se faire confiance et que, on est les mieux placés pour, savoir ce qui est bon pour notre cheval en tout cas. Donc et on a le droit de tester, on a le droit de se tromper et ce qui marche pour un ne marchera pas forcément pour l'autre, mais au moins on avance. Le principal, je pense, c'est d'avancer dès qu'on a un doute, pas, rester ancré, bah, dans une solitude, en tout cas, la solitude du propriétaire, souvent quand quelque Mmh. chose ne va pas, c'est important parce que ça permet de prendre des décisions et je pense que des choix pathologie, c'est important d'avancer. Ça fait une très, très chouette, ça fait beaucoup de conseils, de données et c'est vrai que c'est exactement ce vers quoi j'ai envie d'aller avec ce podcast et avec mon entreprise. Et ben je suis ravie d'avoir, contribué avec ma modeste expérience. Ouais, donc heu, donc ouais, franchement, tu as donné beaucoup de conseils, en cas de problème, respiratoire et en cas d'autres problèmes parce que ce que tu as dit à la fin, c'est le cas quel que soit le problème.
Oui, au locomoteur ou oui. Rôle locomoteur, enfin, tu vois, tu as parlé de la fourbure, mais je pense aussi à des tendinites, tout ça s'applique Mmh. exactement pareil, à des problèmes d'arthrose, à des problèmes, enfin, Ouais, le corps il y a s'exprime, ouais, énormément de choses qui c'est peuvent. le Ouais. corps s'exprime, d'une manière ou d'une autre, c'est sa façon à lui de s'exprimer. C'est pas Mmh. forcément pareil d'un cheval à l'autre, hein, D'un mais cheval à l'autre. je pense que voilà, il faut accepter les signaux parce qu'en tant que propriétaire, c'est pas toujours facile, d'accepter Mmh. qu'effectivement, bah, là, notre cheval, il boitille un peu. Là, aujourd'hui, il est un peu apathique, là, Ouais, là aujourd'hui, il refusait de prendre le voilà, galop ou ou là, ou là il marche comme aujourd'hui, un il marchait tréteau, vraiment moins voilà. bien sur les Oui, cailloux. tout simplement. Ou là, bah, les pieds ressemblent pas, voilà, depuis le dernier parage, je vois que le pied, Ça devrait ressembler. il prend pas une bonne tournure. Moi, durant la phase, Ouais, mais c'est vrai qu'il faut déjà apprendre à les reconnaître tous ces ouais, signes. dans la phase de la maladie, les pieds d'Ashton, ils s'exprimaient pas. Ça veut dire qu'en fait, on le parait, on revenait après, bah, le pied, il avait certes poussé, mais il y avait rien il se passait rien au niveau de ses pieds. Le pied, parce qu'il était toujours en train d'être, comme ça, complètement étriqué, un peu coincé dans sa cage thoracique. Donc en fait, au niveau de ses pieds, au niveau de la locomotion, il se passait pas grand-chose. Donc les pieds travaillaient pas, en fait. Les pieds ne s'usaient pas, un minima naturellement et depuis qu'il allait mieux, maintenant, là, voilà, les pieds, ils vivent. Il y a du travail sur les pieds et qu'il y avait pas avant, quoi. Donc on sent que le corps là, bah, voilà, maintenant il va mieux, quoi. C'est tout un tas de choses comme ça se voyait sur ses pieds, sur ses allures, C'est lié et comme dit, pour moi, seul le propriétaire, en fait, peut voir tous ces liens. tout à fait. Il faut Seul un vraiment se faire propriétaire peut confiance. les faire. C'est quelque chose qui vous met la puce à l'oreille où vous vous dites: «C'est pas normal» et bah, vous avez raison, vous connaissez mieux votre cheval et voilà, il y a, il y a quelque chose à faire ou en tout cas, il y a quelque chose à chercher et on a le droit de se tromper, on a le droit d'aller dans la mauvaise direction, mais c'est important d'être aussi, bienveillant envers soi-même, de se dire que là, moi, je cherche, je vois qu'il y a un truc qui va pas, je cherche, je me fais aider, c'est super cool déjà ce que je fais, de chercher, de me faire aider Ouais, et si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on va chercher une autre on va solution. trouver autre Voilà, chose. je pense que pour être un bon propriétaire, il faut accepter de se tromper. Ou en tout cas de pas savoir déjà et peut-être de se tromper et pour moi ça fait partie du dur métier de propriétaire. Bah, écoute, merci beaucoup, merci beaucoup pour toute cette Bah, de discussion. rien, j'espère que toutes les auditrices pourront déjà avoir, survécu à la durée de ce webinaire parce que je suis très pipelette et se reconnaîtront, un petit peu chacune dans ce que j'ai pu dire. Voilà et s'il y en a qui sont Je qui ont un cheval dans la situation d'Ashton, de surtout ne rien lâcher. C'est difficile de les voir On mal, peut y voilà, c'est arriver. difficile de les voir mal, mais il y a des lumières au bout du tunnel et il faut Et continuer à chercher. tu nous en as montré une Ah oui, aujourd'hui. oui, hein, c'est un guerrier le mien. D'ailleurs, il a développé un vrai caractère de guerrier. C'est maintenant son caractère c'est endurci comparé au poulain que j'ai récupéré, en 2012, donc c'est compliqué de les voir un peu suffoqués, c'est très impressionnant, mais voilà, il faut garder à l'esprit qu'il faut avancer et que de toute façon, c'est en tentant qu'on voit ce qui marche. Donc il faut aussi surtout s'entourer. C'est important de ne pas rester seul ça c'est valable pour tous les problèmes, de santé, hein, de surtout Mmh. s'entourer, de pas rester seul avec la pathologie parce que c'est très compliqué aussi après, humainement à vivre donc Très bien. Et bah, écoute, on va finir cet épisode, sur ça. Merci et beaucoup bah, de rien, avec plaisir. et à bientôt à celles qui nous À écoutent. bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail
Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!